6. Reprenons donc un peu cette mémoire d'une période qui va donc se développer entre 1990 et 1993. En y réfléchissant, il serait bien de raconter aussi l'état d'esprit dans lequel j'étais. À cette période-là, donc, comme je travaillais sur la pièce, donc cette pièce se révélait à moi, donc l'idée de devenir dramaturge était en correspondance aussi avec le cinéma. J'avais envie de devenir dramaturge, mais j'avais aussi envie de projeter de la construction de projets englobants et qui permettaient de faire une communauté, une famille, un peu ce qui est un peu l'intérêt aussi de faire une école de théâtre. Et ce conservatoire, qui était donc cet immense laboratoire, me rendait angoissée à l'idée que nous n'étions pas à la hauteur, en fait, de l'aventure. Et donc, j'avais un côté un petit peu intéressé sur la mobilisation des esprits autour du sujet de la collectivité. Et ça ne prenait pas du tout. Et je me souviens de conversations qu'il y avait eu dans le hall où j'essayais de... J'ai même fait à un moment donné une espèce de prophétie. Je m'en suis souvenu nettement. Je ne dirais pas par contre les noms qui étaient présents, parce qu'il y a une figure qui m'est apparue dans ma mémoire, mais je ne sais pas la situer, si c'était en 1992 ou en 1993, où j'avais fait une prophétie où j'avais dit, vous savez, si on ne se mobilise pas là maintenant, il est fort possible qu'on assiste à une catastrophe au niveau de la société actuelle, parce que tout va se déglinguer. Et j'avais dit, si on fait l'effort de construire quelque chose ensemble, on aura un sujet d'intérêt à exister. C'est-à-dire que nous aurions des armes pour nous battre et être cohérents dans une société qui se défait. Et les gens m'avaient regardé, mais ils avaient dit, bon voilà, c'est la pensée d'une fille des années 70. Elle est dans son trip baba cool, et en même temps, il y a une espèce d'effet comme ça, un peu... Et donc, j'étais une personnalité comme ça, qui avait des propos sur le futur. Et que je ne pouvais pas donc être du temps présent, être considérée dans le temps présent, puisque les actions du temps présent étaient plus ou moins intéressées par la vie d'étudiant, mais surtout l'art d'être une représentation au sein de la structure qui nous mettait en valeur en tant qu'étudiants. Et moi, je ne pouvais pas adhérer à ça parce que la starification au sein d'une structure qui nous met en valeur en tant qu'étudiants ne m'intéresse pas. C'est quelque chose qui est par nature une logique, et par cette nature on perd aussi tout un intérêt à se connaître, puisqu'on est focus en fait sur les dominants, et les dominants ne sont pas obligatoirement ceux qui fédèrent un climat de sécurité. Ils sont au contraire l'art aussi de l'illusion, puisqu'on est au sein du théâtre, d'une école de théâtre aussi, à apprendre pourquoi est-ce que l'illusion fait partie aussi de notre profession. Et que nous ne sommes pas pour autant des magiciens. Nous n'allons pas apprendre l'art de faire de la magie. Nous apprenons l'art d'être sincère dans l'expression d'une œuvre construite, ce qui en général ne se passe pas comme ça dans la vie.
On n'a pas énoncé le texte de notre existence pour trouver où est-ce qu'il faut être sincère. Et donc, c'est un métier de vérité, quelque part. Donc, j'étais dans cet état de recherche. J'essayais de comprendre, puisque j'étais reléguée quelque peu à l'observation, et j'avais comme focus ça. C'était mon intérêt à venir en cours. Essayer de trouver cette vérité. Pourquoi est-ce que dans le théâtre, il y avait une vérité plus probante que dans la réalité des faits dans lesquels nous étions. Là, tout le monde singeait plus ou moins quelque chose. Et je trouvais que c'était vachement intéressant donc de procéder comme ça à l'étude. Donc j'ai eu pas énormément d'amis à l'intérieur. À part cette petite relation que j'ai eue et qui était qui a été bienfaitrice, elle s'est arrêtée juste au moment où elle aurait pu être catastrophique, à cause encore une fois des autres, puisque on est toujours à la merci en fait des autres qui veulent absorber quelque chose et qui veulent détruire aussi quelque chose. Donc à ce moment-là, moi j'ai fait la découverte de ça. J'ai fait la découverte en tant que personne de la désolation de ma vie que j'ai réalisé un jour. J'étais en train de boire mon café, comme on a l'habitude d'aller à la comment ça s'appelle déjà, cet appareil génial où on met des pièces, la machine à café. Je suis con parce qu'il y a Yvan Bollock et le Bollock et Bruno Solo qui ont fait justement un truc, donc la machine à café, et j'ai réalisé que je n'aurais pas la possibilité d'être autre chose que célibataire. Et donc, je me suis dit, c'est bizarre, normalement, c'est dans cet endroit, dans cette période-là de l'existence, qu'on est censé voir émerger ce qu'on appelle la vie familiale. Et autour, il y avait des personnes qui étaient dans ce trip-là, qui avaient, en même temps que leurs études, accès à cette stabilité qui est la construction de la vie familiale, et qui permet aussi de faire des projets, de savoir comment positionner sa vie affective dans le cadre d'une profession où la vie affective n'est pas obligatoirement le centre du sujet. Parce qu'on n'est jamais entièrement sur une sécurité avec cette profession. Et j'ai réalisé qu'en fait je faisais cette profession d'une façon... je voulais faire cette profession d'une façon plutôt comme une devota, c'est-à-dire quelqu'un qui est dévoué à son travail. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas envie en fait d'être dans une vie avec une construction affective? Et donc je me suis dit, bon ben je vais m'engager à réfléchir à ce sujet aussi, puisque en fait il n'y avait rien qui me stimulait non plus. J'avais pas de perception de cette vie-là, et je me suis dit, ben voilà, ça y est, c'est fini, j'aurai plus jamais en fait de possibilité de réfléchir à ça. Donc j'ai pris le temps de réfléchir à ça aussi pendant le conservatoire. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas de vie affective? Et d'ailleurs, j'en ai pas eu. Et donc, quand j'ai commencé cette pièce, parce que c'est pour expliquer aussi l'intérêt de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un mouvement comme un chaudron, c'est que les entités qui parcourent à l'intérieur d'un bâtiment aiment ce qu'on appelle le climat de sécurité.
Alors, le climat de sécurité est représenté par différents pôles. Les différents pôles, c'est la capacité de projeter sur une personne quelque chose que l'on peut comprendre. Dans cet effet, il y a évidemment, bien sûr, un certain narcisse qui va se développer. Est-ce que je me reconnais dans la personne? Si je me reconnais dans la personne, est-ce que je peux me comparer à cette personne? Un peu comme dans la dispute de Marivaux. Donc il est évident que le relationnel est plus facile avec les hommes qu'avec les femmes. Parce que les hommes avaient la même attitude, ils pouvaient essayer de se comparer à quelque chose, mais ils pouvaient aussi se distancer aussi de cette même chose et trouver un intérêt qui est plutôt de l'ordre de la connivence. Et donc, j'ai eu plus de relations avec les hommes à l'intérieur du conservatoire qu'avec les femmes. J'ai très peu eu de relations amicales avec des femmes. Par contre, j'ai eu une bonne amie. Une amie qui a été relativement stable, qui n'était pas entièrement de la sincérité, parce qu'elle était surtout de la curiosité. Et que comme j'étais quelque chose d'insolite pour elle, elle était curieuse de moi. Et donc elle m'a accordé une attention particulière. Alors qu'elle avait plutôt envie d'aller vers les hommes aussi, d'être considérée par la gente masculine. Mais bon, ça c'est bien tombé. On a réussi à avoir une certaine forme d'amitié dans lequel nous étions une sorte de binôme assez insolite et avec beaucoup de drôlerie. Et j'ai eu une autre amie, disons, une personne avec qui j'ai partagé une forme d'intimité, deux autres, en se voyant en extérieur. Et ça m'a permis aussi d'avoir comme ça un équilibre psychique. Mais ça n'a jamais apporté ce qu'on appelle la valeur de l'amitié, puisque aucune n'est restée une amie en dehors du cadre de la scolarité. Donc ça, c'est pour simplement dire qu'il y avait aussi cette déconvenue que de se rendre compte que c'est très difficile de tomber sur des adéquations. Un sentiment de sécurité par une adéquation. Et comme tout se défilait aussi dans ma vie personnelle, à travers l'amitié, j'ai eu littéralement un grand vide émotionnel. Et je me suis dit, bon, voilà, je suis dans un endroit qui n'est pas fait pour moi. Pourquoi? Quelle en est la raison? Pourquoi est-ce que j'ai été acceptée dans un lieu qui me refuse, en fait? Et donc, j'ai eu vraiment une sensation d'être dans un sortilège puissant. Un peu comme un effet pathétique d'un effet, un effet un peu comme ce qu'on peut retrouver dans les œuvres de Laclos. Une merteuil déchaînée qui veut absolument créer une tourelle. Voilà, c'est la sensation. Et donc je me suis dit, bon sang, pourquoi ça? Pourquoi est-ce que la valeur de l'émotion, en fait, pourquoi est-ce que le sentiment est au centre du sujet? Et donc ça, c'était le parallèle avec la découverte donc, de la construction de projet donc en deuxième année qui nous était proposée. Et j'ai donc commencé à travailler en extérieur sur la pièce. J'ai voulu faire d'abord, j'ai été un peu mal organisée parce que je voulais d'abord avoir un premier test de savoir si le projet tel qu'il était intéressant d'être aussi dans l'expression du développement vers l'extérieur.
Et donc j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs, mais j'ai bien fait de faire ça. Parce que comme ça, j'ai été moins déconvenue au moment où il y a eu la magnifique surprise du choix des projets. Et donc, j'ai commencé à vouloir réunir les gens. Donc, c'était donc après décembre, pour faire une explication, en fait, de l'ambiance générale. Donc, de la pièce. Cette pièce était donc, a été écrite aussi pour faire un exercice dramaturgique dans le cadre d'un projet encadré par le conservatoire, hein, dans le cadre du conservatoire. Donc j'avais construit mes scènes pour qu'il y ait le maximum de gens, ce qui faisait qu'il y avait 12 personnes qui montaient sur scène. Cette lecture s'est passée en Louis Jouvet, dans la salle Louis Jouvet. Donc j'ai été obligée de faire les documents, de faire les photocopies des documents, et je me suis aperçue qu'en fait il y avait des fautes d'orthographe sur le document que moi j'avais pas fait. Donc j'ai été un peu, ça m'a fait bizarre. Bon, évidemment, comme j'avais pas encore le syndrome de la... Je me suis dit, c'est pas grave, c'est moi qui ai dû faire. Je me suis auto-accusée d'avoir fait les fautes d'orthographe. Mais en général, je fais pas trop de fautes d'orthographe. Donc je me suis dit, en fait, j'ai fait des fautes d'orthographe parce que je ne sais pas taper à la machine. Parce que j'ai tapé le texte à la machine. Donc je me suis dit, bon, voilà, il y a des fautes d'orthographe. Bon, c'est moi, je ne sais pas taper à la machine, j'ai fait des fautes d'orthographe. Donc je me suis dit, est-ce que je recommence le document? Et puis j'ai dit non, puis j'ai fait tous les photocopies, puis j'ai relié tous les documents en mettant le nom des acteurs et des actrices dessus. Et les documents à la main, j'ai convoqué donc tous les acteurs et actrices que j'avais choisis pour faire le projet. Et j'ai convoqué aussi les 2 personnes donc, qui étaient donc dans ma vie privée et qui avaient accepté de superviser ce projet avec moi. Surtout sur l'aspect technique, c'est-à-dire principalement les décors, les costumes, etc. et d'agencer, donc de me soutenir dans cette partie-là. Et donc la lecture s'est passée avec ces 2 personnes. Et évidemment, l'effet a été immédiat. Ça m'a discrédité immédiatement. Parce que l'effet pervers, en fait, de la notoriété du copain de ma colocataire a troublé immédiatement la possibilité que je sois moi créditée. C'est-à-dire qu'il est devenu une instabilité au sein du conservatoire. Et ça, je ne l'avais pas réalisé, parce que pour moi, il était... c'est pas que je ne l'ai pas réalisé, mais je l'ai réalisé après, quand on est allé travailler chez son père. Et que je me suis retrouvée à dormir dans sa chambre, et que je me suis retrouvée dans la cuisine avec ma tartine à la main en face de son père. Donc là j'ai réalisé. Bon, mais avant je ne réalisais pas. Je n'avais pas la sensation que c'était un problème, que je venais d'être, que c'était un terrain glissant en fait, hein, quelque chose qui allait être une nuisance pour moi. Et j'ai donc procédé à l'exercice de la mise en œuvre de cette lecture, et je me suis aperçue pendant la lecture que les personnes ne comprenaient pas le sujet, alors qu'il était assez bien expliqué. Et j'ai compris qu'ils me disaient pourquoi est-ce que tu veux parler? Alors ils ont essayé de me pousser dans mes retranchements par rapport à certains personnages, mais ils n'avaient pas compris l'intérêt de faire une œuvre qui parle en fait de la problématique de perception.
Puisque le travail, en fait, c'est quand quelqu'un est endormi sur un sujet, il n'est pas éveillé. Hein. Donc, il est endormi sur un sujet, il n'est pas conscient de ce qu'il vit, et c'est parce qu'il est dans l'épreuve de ce qu'il vit que il devient, en fait, animé de tiraillements intérieurs et de diverses opinions qui traversent ou qui sont comme des allégories, la représentation de son tumulte. Et j'ai vu qu'en fait, la seule chose qui les intéressait, c'était ces deux personnes qui étaient là et que j'avais énoncées comme étant mes assistants pour ce travail. Et que donc, il fallait qu'ils s'accoutument aussi à leur présence. Si on entamait notre travail, que je ne voulais pas leurrer les gens, que ça serait comme ça que ça se passerait. Et parce que j'étais assez contente de pouvoir développer aussi un lien concret avec ces personnes dans le cadre d'un travail, puisque il n'y avait plus de centre d'intérêt aussi dans notre relation amicale. Vous ne pouvez pas non plus passer mon temps à être simplement une postiche, une potiche sur un siège, si dans leur relation, enfin voilà quoi. Donc à part faire un dîner de temps en temps, c'était tout ce qui pouvait être sympathique à faire, quoi. Donc il n'y avait pas de sujet centré. Et en étant dans la construction de ce projet, puisqu'on devait remettre le document avec toute la dramaturgie, la scénographie, etc., avoir fait une sorte de dossier quand même assez complet, j'ai préféré, moi, mettre la charrue avant les bœufs et donc faire cette première lecture pour savoir si le projet était bankable. Et j'ai bien fait parce que je me suis aperçue qu'en fait, j'étais littéralement un Spoons. J'étais ridicule face à des personnes qui m'accordaient aucun crédit. Mais aucun crédit. Donc j'ai continué à faire semblant, c'est-à-dire à assumer en fait ma démarche, tout en sachant très bien que la pièce ne serait pas montée. Mais je faisais cette démarche-là en me disant que au moins nous allions être réunis en groupe et avoir une entité pendant un certain temps comme étant un groupe de travail. Et que pour moi, c'était important de prendre des notes par rapport à ça. C'est-à-dire le comportement des uns et des autres à travers l'expérience semi-professionnelle. Puisque si on ne prend pas des notes à ce moment-là, on ne peut pas non plus savoir quelle est la démarche adéquate pour faire une solidité dans un projet. Quel est le climat favorable pour monter une pièce, pour avoir du crédit aux yeux des gens, et comment mettre en scène aussi l'espace de créativité, l'espace de création et l'espace de recherche. Et ça, c'était très important puisque ça a été la meilleure expérience que j'ai pu avoir pour construire ensuite ma façon de procéder. Et donc, ce fut une grave humiliation parce que je n'étais pas considérée du tout comme un auteur. J'ai jamais été considérée comme un auteur. Donc je n'étais pas dramaturge à leurs yeux. Le fait que j'ai écrit cette pièce n'a absolument pas été favorable dans le regard des gens vis-à-vis de moi. Alors que la pièce était... il y avait de la prose, des vers, c'est une pièce assez drôle, mais qui est extrêmement complexe, qui est une mathématique. Et elle a un côté aussi shakespearien de ce côté-là. C'est une mathématique de construction. Et je vois ça et je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas de considération, ne serait-ce que par rapport au fait que la pièce était réelle, elle était construite, elle était écrite, elle était posée sur le devant. Donc le fait d'être une valeur zéro à ce point-là, je me suis dit, j'aurais jamais la possibilité de lutter
contre une matière réticente à ce point-là, uniquement parce que, en fait, les gens ne m'aiment pas. Ils ne sont pas intéressés par travailler avec moi. Ça ne les intéressait pas. Donc ça, je l'ai réalisé à la première lecture, parce que ça se sent immédiatement qu'on est répulsif, qu'on est quelqu'un de répulsif, qu'on n'ait pas de matière à intéresser quiconque. Mais certaines personnes sont devenues lumineuses quand même, c'est-à-dire qu'elles ont eu un regard, et ça venait de la promotion d'après, puisque j'avais engagé des personnes qui étaient... Et la seule qui m'a accordé du crédit est une personne qui est devenue célèbre, qui a eu une carrière. C'est la seule qui m'a apporté une certaine considération et qui a entretenu avec moi un lien privilégié. En tout cas, un lien affectif plutôt du côté positif que du côté négatif. C'est-à-dire qu'elle n'était pas intéressée uniquement pour m'humilier. C'est-à-dire elle a eu un rapport avec moi assez sympathique. Je ne garantis pas que c'était obligatoirement sincère à 100%, mais en tout cas, c'était très agréable à vivre. Et je me souviens très bien, nettement, de cette fille qui a donc été très sympathique. Et avec qui j'ai eu, justement, en extérieur, une expérience aussi très fédératrice, puisqu'on est allé ensemble voir Myriam Bru, puisqu'elle a insisté pour m'emmener voir Myriam Bru, qui est donc une agent très connue. Et c'était pour une pièce, au départ, c'était pour simplement qu'elle voulait me présenter, elle voulait faire un acte de générosité vis-à-vis de moi, et elle m'a emmené, je bifurque un peu sur l'épisode Myriam Bru, et donc elle m'invite, et puis je me retrouve donc à Myriam Bru en face, donc on est dans le bureau, et elle dit à Myriam Bru, regardez, elle ressemble à un personnage félinien, etc. Donc, parce que j'avais donc, j'ai pas voulu interrompre sa description sur le cinéma italien. Et Myriam Bru me regarde et me dit oui, je pense que vous pouvez postuler, je vais vous diriger vers... elle voulait pas me signer pour quelque chose. Elle s'est sentie pris de court par l'engouement, surtout que cette fille était très jolie, très ballerine, qu'on avait quelque chose en commun, mais j'étais un peu la version vulgaire en fait par rapport à elle. Donc vis-à-vis de Myriam Bru, j'ai compris que dans sa tête, elle était décontenancée en fait par l'effet d'optique. Et elle me dit oui, vous pouvez postuler pour un rôle. Jérôme Savary va faire un rôle au théâtre Trocadéro. Je vous mets sur le casting. Donc c'est l'aparté en fait des événements qui se sont passés à ce moment-là. Donc j'ai dit, vous êtes sûr oui, vous pouvez aller faire le casting. Donc elle me donne le rendez-vous pour faire le casting pour la pièce de Jérôme Savary. Et je vais à ce casting le théâtre du Trocadéro contient deux ouvertures. Une qui se passe par le proscenium et une autre qui est en hauteur. Nous, on est passé par celle qui se passe par le proscenium, c'est-à-dire sur un terrain plat, comme ça. Et puis, on attendait donc pour monter sur scène. Vient mon tour. Jérôme Savary était dans la salle. Puis, un coup, il est monté sur le plateau. Un coup, donc, il y a eu une espèce de mouvement comme ça où je me suis retrouvée donc, à même échelle, on va dire, de dimension. Et il me dit, allez-y. Puis il me donne un texte à dire.
Et j'ai pas eu le temps de faire 2 phrases de ce texte qu'a débarqué Marianne Grove en Castafiore. Elle a déboulé du haut du théâtre. Donc elle a déboulé en grande Castafiore, extrêmement volubile, et elle a descendu les marches, plan, 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 et est montée et a fait son cirque. Donc en gros, j'étais une pièce rapportée qui devait se battre contre Marianne Grove. Et ça devait être le topic de la séquence. Et il fallait que je sois, moi, une Castafiore et demie. Il fallait que je monte au créneau et que je me batte contre Marianne Grove, qui avait pris tout l'espace. Et j'ai pas fait, je suis descendue du plateau et je suis partie. Parce que je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas les matchs de catch. J'aime beaucoup regarder les matchs de catch à la télé pour certaines choses, mais pour moi, rouler dans la boue, c'était pas mon truc. Donc, comme j'ai un caractère assez fort, j'estimais que tout était dit dans la séquence, et d'ailleurs tout était dit puisque Marianne Grove a eu le rôle. Donc j'avais pas à me battre pour être en plus en considération que l'effet dans lequel j'étais disposée était simplement une mise en valeur d'une personne, et c'est tout. Donc voilà, c'est une expérience qui s'est renouvelée, puisque j'ai été aussi castée pour le film Un appartement. Donc l'appartement avec Vincent Cassel. Et donc je retrouve encore la même circonstance où je me suis obligée de me déplacer pour faire les essais et pour apprendre en fait que c'est Monica Bellucci qui a le rôle et qui était à cette époque-là, voilà, on était à peu près du même âge, que c'était similaire, il n'y a pas eu non plus d'explication de texte à savoir, puisque finalement j'avais été castée comme ça aussi pour être simplement un faire-valoir, encore une fois dans la circonstance, puisque le deuxième rôle qui avait été justement en casting, c'est celui qu'a eu Sandrine Kiberlin. Donc voilà, l'ambiance n'était pas terrible non plus sur ce qu'on appelle l'extérieur, le développement sur l'extérieur. Donc quand j'ai eu cette pièce et que je me suis aperçue que c'était un peu glauque, que je ne pouvais pas moi solidariser quelque chose et donc développer aussi à l'extérieur, proposer un mouvement de structure, comme par exemple répéter en extérieur en disant on ne sait jamais si on met en scène en même temps le mouvement de la création de cette pièce et que l'on peut trouver des sponsors, puisque à ce moment-là il pouvait y avoir une facilité, on va dire. Mais pour ça, il fallait que notre projet de mise en scène soit structuré. Et donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, nous allons travailler, nous, la structure de mise en scène pour que la prochaine lecture, nous puissions développer ensemble sur l'intérêt de ce projet. Puisque je ne me suis pas démontée en faisant... en voyant que je n'étais absolument pas créditée du tout. Donc ils ont discuté un petit peu avec les deux personnes que j'avais amenées. Bon, ça s'est relativement bien passé et on a été plus ou moins à une fête ensuite invités. C'est là où il y a eu un petit problème dans cette fête. Où là j'ai carrément été discréditée complètement. Donc je me souviens plus où est située cette fête, mais en tout cas un des protagonistes de la pièce était à cette fête. Et donc je me souviens que
l'ambiance a été extrêmement humiliante encore une fois pour moi. Donc c'est pour ça que je dis que je repense à la Clos avec Merteuil et Tourvel, deux personnages qui sont en fait sur la prédation et l'autre sur la- l'état de proie en fait. Et donc j'ai compris que je n'avais pas d'armes pour me battre dans une ambiance qui correspondait à un mauvais soap basé un peu comme le sujet est décentré, le sujet n'est plus le théâtre, le sujet est l'événementiel sur la potentialité émotionnelle par rapport à des circonstances. Ce qui est évidemment pas la même chose. C'est comme si on disait nous allons jouer entre le reptilien et le limbique au lieu de passer sur le néocortex. Donc cette perception-là m'a mis dans un rapport en fait aux circonstances comme si j'étais éjectée, mais personne n'avait le courage de me dire vous ne tirerez rien de cet endroit, qu'est-ce que vous foutez là alors que vous pourriez partir à l'aventure en extérieur. Ce qu'on m'a dit ensuite après, dans l'année 1993, que j'ai pris ça en pleine figure. Et donc, j'étais très ennuyée par rapport à ça. Mais nous sommes quand même allés faire cette séance de travail qui s'est située donc dans l'appartement du père de ce jeune homme. Et donc j'ai vu son père, qui est donc un metteur en scène très célèbre. Et quand j'ai vu cet homme, et son acolyte aussi j'ai vu, puisqu'il a assisté à l'engueulade que je me suis pris dans la figure. Comme quoi j'étais pas conciliante en fait avec son propre univers. C'est-à-dire qu'elle voulait maîtriser en fait une partie de la réalisation de la mise en scène en s'imposant en fait comme directrice des choses, et elle n'avait pas les arguments qui est nécessaire parce qu'elle n'avait pas compris le texte. Et donc elle s'est énervée quand je lui ai expliqué qu'elle ne comprenait pas le texte. Il faut voir le contexte. On est dans un cadre idyllique, dans des conditions idylliques, c'est-à-dire avec vraiment une table énorme, un cadre idyllique, dans un appartement immense. On peut boire, manger, tout se passait bien. Et elle a fait péricliter le projet uniquement parce que sa jalousie finalement a dû être en dominante par rapport à ça, et que c'était elle qui avait accès à ce faste dans lequel nous étions, et que moi je devais en être éjectée. Alors c'était peut-être inconscient de sa part, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, j'ai été littéralement éjectée. Alors que tout se passait bien. La séance de travail était relativement bien avancée, et qu'on avait déjà mis nos marques comme ça, puisque moi j'ai dormi dans son lit, donc dans l'appartement, et je me suis retrouvée, je pourrais pas dire que c'est le même jour, j'en sais rien, je me souviens pas, c'est une confusion émotionnelle, je peux pas savoir si c'est le même jour. Mais ce que je sais, c'est que j'ai eu envie de pleurer quand je me suis retrouvée dans la cuisine face à cet homme qui était souriant, qui me regardait en souriant. Il rigolait presque que je sois comme ça en train de déjeuner dans sa cuisine. Et que je me suis pas sentie non plus d'être dans une explication, parce que je me suis dit, je ne suis pas présentée. Si cet homme ne veut pas m'adresser la parole, qui est simplement là en train de rigoler, à remplir un truc, sûrement prendre une bouteille d'eau ou une chose comme ça à boire, c'est pas à moi à venir comme ça faire l'introduction de texte
dans sa propre demeure, quoi. Donc j'ai eu envie de pleurer parce que cet homme-là, c'était une sorte d'élément important pour moi à mes yeux. C'est comme un tuteur un peu, comme quelqu'un qui pouvait faire office d'élévation d'un point de vue intellectuel et qui pouvait me sortir en fait de l'ambiance un peu scolaire, un peu problématique pour un esprit comme moi qui était plutôt porté sur de la structure immédiate. C'est-à-dire, il fallait que je sois dans le bain directement, pas à lambiner dans les couloirs. Il fallait que je sois projeté dans le bain, comme si la vie m'avait projeté dans un cadre extrêmement dense, avec des personnes qui sont des personnalités qui sont extrêmement fortes, pour que je sois révélée aussi par ça, et que pas pour me ramasser un morceau de kryptonite dans la figure, et m'empêcher d'être une sorte de Superman comme ça qui se met à s'activer et à récupérer ses super pouvoirs. Et donc ça m'a choqué, ça a été un choc émotionnel trop fort pour moi. J'ai eu une blessure au cœur, un peu comme dans les œuvres de Boris Vian. C'est-à-dire, je me suis retrouvée avec le cœur arraché à ce moment-là. Et je me suis fait humilier en plus devant l'acolyte donc de ce metteur en scène qui était assis qui pouffait de rire en plus. Parce qu'il il nous voyait parler d'un sujet qui le sujet était hyper intéressant. Il a donc entendu le sujet et donc je bataillais sur l'explication d'un des personnages et tout. Et il pouffait de rire. Quand il l'a vu comme ça, qu'ils avaient s'énervé, la distanciation était extraordinaire, elle était cinématographique. Les conditions étaient insolentes. Je crois que j'ai été éjectée de ma vie dans des conditions hallucinantes. Et ça s'est passé donc pendant la période du conservatoire. C'est là où j'ai vu toute la beauté en fait de l'échec. Je ne peux pas rien dire de plus. J'ai admiré ma vie s'effondrer à ce moment-là. Et je savais que c'était impossible de recoller, parce qu'on ne recolle pas un vase Ming. C'était un vase Ming qui était en train d'éclater comme ça sous mes yeux. Et personne n'a fait l'effort de considérer. Donc vraiment à ce moment-là, j'ai compris que c'était une vie qui était trop difficile. Donc quand je suis retournée en cours, je savais que aux yeux des autres, j'étais une loser, que je ne savais pas tirer parti des dispositions que me donnait la vie. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été considérée. Ils se sont dit, avec la carte prestige qui est à sa disposition, elle rate ça. C'est même pas la peine, on ne peut même pas te suivre dans quoi que ce soit. Mais j'ai quand même fait le travail de développer sur la dramaturgie, et ce dossier sur la dramaturgie a été déchiqueté. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un pur cauchemar ce que j'ai vécu. Et j'expliquerai sûrement, peut-être dans la prochaine... Je suis obligée de rentrer en fait dans une matière qui est pénible, parce que cette matière, il faut que, encore une fois, si j'accepte de faire ce témoignage à travers cette mémoire, c'est que il faut considérer au moment où on est en scolarité que l'on est aussi un principe actif de créativité, de création. Et que si tu refuses de créditer les gens qui sont en train de se démener dans leur premier projet et dans la valeur qu'il en imparte, tu maudis la structure de l'art, qui est justement la difficulté d'extraire quelque chose de rien. Puisque lorsque l'on est en phase de la création, on est censé extraire quelque chose de rien.
Il n'y a rien qui existe et puis d'un coup il y a quelque chose qui existe. Donc si tu as un comportement de désacralisation du principe de création face à quelqu'un qui essaye d'être à la hauteur de ce travail, tu maudis toute la matière des artistes. C'est comme si tu crachais à la face des muses. Et c'est pour ça que je fais ce témoignage pour dire, faites attention d'être respectueux de votre profession. Et d'être respectueux des gens qui font un effort, même si vous estimez que cet effort est quelque chose de caduque parce que le talent n'existe pas. Il faut quand même respecter la personne. Et la valoriser. En lui donnant des conseils. En disant par exemple, si tu veux continuer à être dramaturge, il faut que tu te diriges dans une école qui va te permettre de te structurer, comme par exemple la FEMIS, puisque c'est une école qui permet aussi, puisqu'on peut devenir scénariste en ayant, ou l'IDEC, ou des choses comme ça, ce qu'il y avait à l'époque. Il faut en fait être bienveillant, connaître les éléments ou apporter des livres de structure en disant tiens, j'ai vu que tu étais intéressé par cet univers, il y a par exemple cet auteur qui a déjà développé quelque chose. Voilà. Donc apporter, être bienveillant vis-à-vis de ses collègues parce que c'est comme ça qu'on sécurise aussi un nombre potentiel d'œuvres qui vont émerger et qui vont apporter du travail à tout le monde. Et c'était ma première démarche que j'ai pas réussi de faire, mais qui ne m'a pas empêché dans ce désir de faire réunir les gens autour d'un projet fédérateur et qui apportera de l'infrastructure, ce qu'on appelle des infrastructures de solidité, comme des bâtiments, comme des lieux d'expérimentation théâtrale, comme ce qu'a fait quand on m'a retrouvé sur Chaillot, ou des choses comme ça. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Pour moi, la deuxième année a donc été un coup de massue sur la tête, avec une valeur émotionnelle extrêmement difficile et un terrible drame professionnel, puisque je me suis aperçue que on ne pouvait pas bénéficier d'un climat en fait à travers une circonstance insolite et qui était littéralement une bénédiction au départ. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai encore à ce jour quelques scrupules à penser que ce n'était pas un acte prémédité sur justement comme un topic, comme quelqu'un qui veut réaliser un protagoniste spontané dans des circonstances désastreuses. Voilà, c'est mon point de vue et c'est pour ça que je prends l'initiative d'être aussi dans un témoignage autour d'une expérience qui est encore, même 30 ans plus tard, relativement douloureuse et sur laquelle j'ai du mal à être distancé, à être en distanciation. Alors je tiens à signaler que j'ai pas d'animosité vis-à-vis des personnes parce que c'est ce que j'ai expliqué dans la dernière dans le dernier enregistrement. Nous étions littéralement un peu sous influence, c'est-à-dire qu'une chose était plus forte que d'autres, une énergie était dominante en fait sur tout le monde et donc on ne pouvait pas non plus être les meilleurs
actionnaires, on va dire, hein, puisque nous ne savions pas de quelle matière nous étions faits, en fait, de quelle force nous étions faits non plus. Donc ce sont des expériences qui sont difficiles, et je n'en veux pas non plus à ce garçon, puisque lui-même était entravé. C'est une personne assez sensible, assez timide, qui n'est pas non plus très doué pour la sociabilité, sauf quand il est lui-même générateur en fait d'un mouvement. Donc j'en veux pas du tout de ne pas avoir capté le drame, puisque lui il était dans son histoire aussi avec cette fille, donc il était au courant de sa forte personnalité, ses sautes d'humeur, donc tout le monde d'ailleurs est au courant, ceux qui la connaissent n'ont jamais été surpris par le personnage. Et donc, c'est simplement moi qui ai été éjectée, en fait, d'une façon un petit peu vulgaire, avec comme message, tu n'auras pas l'effet prestige qui m'est destiné. Et donc, j'ai compris aussi donc ce n'était pas une amie à ce moment-là. Voilà, mais j'étais encore tenue par certaines formalités, puisque je ne vivais plus dans l'appartement, mais j'avais encore mes affaires. J'avais pas encore pu déménager des choses, etc. Donc voilà, j'avais encore, je pouvais encore passer dans l'appartement quand il n'y était pas. Et donc c'était difficile de rompre complètement, puisque ça a pris quand même un peu plus de temps que prévu avant d'avoir une réelle rupture avec cette fille. Et donc voilà, je voulais expliquer ça aussi d'un point de vue émotionnel, tous les aléas qui peut y avoir aussi lorsque l'on est confronté à une chose extrêmement importante. On peut voir aussi que les sabordages ne sont pas non plus la conséquence de ces actes, qu'on est simplement éjecté de sa vie parce que, ben voilà, le nombre masse de personnes est supérieur, en fait. Les gens ne vous aiment pas, et parce qu'ils ont une raison qui n'est pas expliquée. C'est simplement comme ça, ils ont décidé euh, de ne pas vous aimer, et donc de ne pas vous accorder le crédit qui vous impartit. Et en général, ce sont des influences de personnes qui gravitent autour, que l'on ne connaît pas, avec qui on n'a pas discuté, qui ont un point de vue fort et qui influencent un peu tout le monde. Voilà, donc c'est un conseil que ça a été difficile de faire donc ce sixième enregistrement, mais j'avance progressivement dans cette mémoire d'une période pour favoriser encore une fois la compréhension, la difficulté aussi d'évoluer dans le milieu artistique, parce que c'est extrêmement difficile aussi d'être dans la complète maîtrise de ses sentiments. Et donc il faut apprendre à être plus conciliant, plus, plus conscient que euh, nous ne sommes pas dans la compétitivité, sauf le jour du casting, au moment où il faut apparaître comme le meilleur dans un rôle. Et que c'est à ce moment-là qu'on doit être tourné vers soi-même pour justement parce que c'est un métier et qu'il faut remporter son droit à exister par la prestation. Mais en général, il faut savoir que c'est pas obligatoirement euh, une vérité en soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas choisi parce que on est bon ou moins bon. C'est simplement aussi
une question d'équilibre sur la notoriété aussi qui est le plus important. Et on privilégie donc des personnes qui ont une notoriété dans un certain milieu. C'est la dure loi aussi du commerce, c'est pour ça que je pense que j'aborderai aussi une forme de proposition pour que le conservatoire reprenne un peu son aura en fait, de prestige dans le cadre de ce qu'on appelle le rapport de marketing, on va dire, dans la structure, que les élèves du conservatoire aient aussi la possibilité d'être reconnus comme étant quand même des vrais diplômés de cette pas que ça soit un truc de pacotille. Il faut que les gens aussi de la profession disent ah ouais, vous venez du conservatoire, parce que moi j'ai entendu ça. Ah, vous êtes du conservatoire, mais vous savez, pour nous ça veut rien dire, hein. Voilà ce genre de phrase. J'ai dit mais je viens pas avec un bonnet écrit dessus je suis diplômé du conservatoire. Je viens en tant voilà, que personne qui va passer un casting. Oui, mais on tient à vous préciser quand même, hein, que pour nous ça ne fait aucune différence, hein, entre une personne qui vient donc en gros c'était eux qui faisaient la pluie et le beau temps, quoi, aussi. Donc ça a été très difficile les expériences au niveau du théâtre. Je crois qu'il y avait un concentré d'anomalies comme rarement c'est possible. Alors, je pense que ça s'appelle la shkumun plutôt, je pense, hein. Euh, Personnellement je pense que ça s'appelle la shkumun, mais je ne suis pas sûre que ce soit le terme exact, hein. Voilà. Donc je vais arrêter l'enregistrement là pour le moment, puis je vais essayer de recentrer ensuite sur quelque chose qui puisse faire avancer aussi. Je vais trouver d'autres comme ça, d'autres petites anecdotes qui puissent faire avancer, hein, les étudiants sur ce qu'il faut éviter en fait pour être beaucoup plus en captation au moment où on est en études. Voilà.